Bienvenue à tous. Comment trouver des stratégies innovantes pour lutter contre la torture en Afrique? Les organisations de la société civile se montrent très préoccupées. La capitale togolaise vient d'abriter la première rencontre du groupe régional d'intervention judiciaire contre la torture et les mauvais traitements en Afrique. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Ghislain Kofi Nyakou, vous êtes directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité, CACIT. Merci d'être avec nous. Et puis Isidore Nguele, vous êtes responsable des programmes droits de l'homme en Afrique à l'OMCT, Organisation mondiale de lutte contre la torture. Merci d'être là. Merci. Alors, Monsieur Ghislain Nyakou a trouvé des stratégies innovantes de lutte contre la torture en Afrique. C'est votre objectif. Est-ce que votre combat mené jusqu'aujourd'hui a-t-il montré ses limites? Merci, monsieur, pour l'invitation. Merci aussi du fait que vous nous offrez toujours l'occasion de partager avec les téléspectateurs des informations qui sont pour la plupart utiles pour que le respect des droits de l'homme soit une effectivité dans notre pays et en Afrique et dans le monde. C'est vrai, par rapport au travail que nous avons fait jusqu'à ce jour sur la lutte contre la torture, au niveau national, il y a eu des avancées. Il y a quelques années, nous n'avions pas la criminalisation de la torture. C'est effectif au Togo aujourd'hui. On vient d'apprendre le 4 avril dernier, que le gouvernement a pris un décret pour que les membres de la CNDH puissent commencer effectivement leur travail. C'est des avancées que nous avons obtenues au niveau national. Maintenant, pourquoi penser à une stratégie régionale? C'est que d'abord, nous avons nos limites au niveau national, par exemple la question de l'impunité. Et ces limites-là se retrouvent un peu partout sur le continent. Même si nous, on a plus avancé sur le cadre légal de lutte contre la torture que d'autres pays, nous avons tous pratiquement sur le continent les mêmes défis en la matière, certains plus forts que d'autres. Donc, il s'agissait de voir comment fédérer nos énergies et voir les bonnes pratiques qui sont ici et là pour renforcer le cadre légal ailleurs et pour, de manière générale, voir dans quelle mesure nous pouvons ensemble lutter efficacement avec des stratégies, nous avons dit innovantes, entrant dans le sens de développer des stratégies communes qui, à la fois, permettent à chaque pays de pouvoir se sortir de situations de violation des droits de l'homme à travers le fait de porter des cas devant les mécanismes de protection des droits de l'homme, mais aussi à ce que, de manière globale, nous puissions avoir des stratégies de communication, de plaidoyer qui renforcent la lutte contre la torture. Alors, Isidore, sur le plan régional, la meilleure formule pour lutter contre la torture passerait par quoi, concrètement? Ça sera une approche multidimensionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait une seule formule. Je pense que c'est la mise en œuvre, la mise en place de plusieurs stratégies. La première, c'est l'action contentieuse. Nous croyons que les décisions des juges vont permettre de faire reculer la pratique de la torture, le recours même à la torture sur le plan national, au niveau de chaque pays, mais aussi sur le plan régional. Donc je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la prévention. Je pense que quand les sanctions vont commencer à tomber dans plusieurs pays, les différents acteurs qui sont, on va dire, au premier chef de la pratique de la torture, vont s'en rendre compte et vont comprendre qu'il vaut mieux certainement prévenir que guérir, que d'être confronté à la sanction. Et je pense que tout cela va aussi pousser à une évolution des systèmes judiciaires de chaque pays, de l'approche aussi des systèmes, on va dire, des mécanismes dont on dispose aussi sur le plan sous-régional et ensuite régional. Donc, si vous voulez, pour résumer, c'est une, on va dire quoi, mise en commun de plusieurs approches qui permettra certainement de faire reculer la pratique de la torture sur le continent. Alors, lorsque vous parlez de l'action judiciaire, ça veut dire qu'elle s'est montrée inefficace jusqu'à présent, ou comment est-ce que vous l'avez trouvé depuis que cette lutte contre la torture est menée? Disons qu'il y a plusieurs obstacles. Prenons ça dans une approche de défi. Donc, il y a, on va dire,
très peu de décisions qui sont rendues contre les personnes accusées d'actes de torture, premièrement. Ensuite, contre les personnes, on va dire les hauts gradés, que ce soit les militaires, les policiers, les agents des services de renseignement. Dans plusieurs pays, les structures tortionnaires sont construites autour d'acteurs intouchables. Je prends par exemple un pays comme la République démocratique du Congo. L'Agence nationale des renseignements a été élaborée en fait pour être plus ou moins intouchables. Les différents, déjà la loi consacre leur impunité quand ils font leur travail et ensuite ils sont présents plus ou moins dans tous les segments de la répression, par exemple des manifestations, la détention des acteurs politiques, etc. Donc vous avez ce genre d'acteurs qui, ces dernières années, ont acquis une certaine intouchabilité. Et donc quand les décisions de justice sont rendues, elles esquivent ce genre d'acteurs et donc consacrent une certaine impunité, font croire que certaines personnes peuvent en toute impunité pratiquer la torture ou en donner l'ordre sans que, ou alors parce qu'elles sont protégées par le cadre légal, elles ne seront pas poursuivies. Donc l'action contentieuse ici, à notre avis, va permettre d'abord de remettre en cause la constitutionnalité de telles lois. Parce qu'il y a encore des lois dans plusieurs pays qui protègent un certain nombre d'acteurs. Et l'action contentieuse permettra de détruire ce genre de, on va dire, de murs autour d'acteurs majeurs dans les pays. Ensuite, l'action contentieuse va permettre de confronter les magistrats à la réalité même de la torture. Parce que dans plusieurs pays, les cadres légaux ne protègent pas suffisamment, ne criminalisent pas la torture selon les standards requis par la Convention internationale ou les conventions régionales et les textes régionaux. Donc les magistrats vont se rendre compte qu'ils ont en leurs mains des instruments légaux qui ne punissent pas suffisamment, qui n'encadrent pas suffisamment, et leurs décisions vont permettre de faire avancer la problématique. Alors, je veux bien que les téléspectateurs comprennent exactement de quoi on parle quand il s'agit de la torture. Alors, M. Niakou, la torture, quels sont les actes qu'on incrimine lorsqu'on parle de torture? Aujourd'hui, nous avons une définition de la torture qui se trouve dans la Convention contre la torture, qui est un instrument des Nations Unies, qui consacre le respect de tout ce qui concerne la lutte contre la torture, la prévention aussi, qui est dans le protocole facultatif à la Convention. La torture définie dans la Convention a une définition assez longue, mais nous avons l'habitude de le résumer à un certain nombre de points. D'abord, c'est une souffrance aiguë infligée par un agent de l'État ou quelqu'un qui détient une autorité de l'État ou à qui l'État a donné la possibilité de faire un certain nombre d'actions, cette action faite, cette souffrance infligée à une personne pour, dans certains buts, ou soit de lui soutirer des aveux, ou soit de le punir, ou de l'intimider. Et donc, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être moral psychologique. On parle même parfois de torture économique. Donc, en réalité, c'est au final le respect de la dignité humaine qui est en cause. Une personne est censée avoir l'intégrité physique. Une fois que son intégrité physique est touchée, on n'est pas loin, même si parfois la question de savoir s'il y a torture ou pas se pose. Parfois on dit c'est des mauvais traitements, ce n'est pas de la torture, mais de plus en plus, la jurisprudence du Comité contre la torture, la jurisprudence internationale a de plus en plus tendance à porter vers les cas de torture les situations même que nous appelons parfois de mauvais traitements, si elles sont répétitives, si elles se passent dans des conditions où l'autorité étant au courant prend le temps de ne rien faire tout en étant informé de certain nombre de situations. On est allé jusqu'à parler des violences faites aux femmes et aux enfants qui font partie d'un certain nombre de critères. Derrière, notamment, le fait que l'autorité devait pouvoir protéger un certain nombre de personnes, prendre un certain nombre de tests pour protéger et ne le fait pas sciemment, peut être constitué d'actes de torture parce que derrière, c'est le respect de la dignité humaine porté par la garantie que les États ont de protéger les individus qu'on appelle la torture. Alors, Isidore, c'est votre combat, vous le menez sur le plan africain. Comment est-ce que quel tableau vous dressez de la lutte contre la torture sur le continent?
Donc, la question est assez intéressante parce que on a toujours peur de dresser un tableau exclusivement noir. Parce que la torture en elle-même est quelque chose d'assez abominable, assez violente. Et donc, un cas de torture est assez. Et parfois, la manifestation des cas de torture est tellement rugueuse qu'on est porté à ne mettre la lumière que sur ce qui est complètement inacceptable. Donc, je vais commencer d'abord par présenter un panorama d'efforts positifs, de progrès, qui montrent que sur l'ensemble du continent, il y a, on va dire, une progression en la matière. Et moi, je mets toujours cette progression premièrement sur le cadre législatif et institutionnel. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, centrale, de l'Est, etc., ont ratifié la Convention internationale contre la torture, ont ratifié les différents textes internationaux et régionaux qui interdisent la torture, les ont intégrés dans leur législation nationale, ont adopté même des textes spécifiques. Vous voyez, un pays comme la République démocratique du Congo, dont je parlais tout à l'heure, a une loi spécifiquement contre la torture depuis 2011. Donc, ce sont des efforts qui montrent que les États ont vraiment pris en compte la réalité de se débarrasser de la pratique de la torture. Ensuite, les États ont créé des organes spécifiques pour surveiller, on va dire quoi, la prohibition, la réalité de la prohibition de la torture sur leur territoire. Plusieurs ont des commissions nationales des droits de l'homme qui ont les droits de visiter les lieux de détention, les lieux de privation de liberté, de faire des rapports, de pouvoir demander à ce que des actions jugeantes soient prises. Donc, je pense que c'est une réalité qu'on peut constater partout. Ici au Togo, comme on parlait tout à l'heure, il y a même un mécanisme national de prévention qui a été mis en place et qui va être effectif dans les jours qui viennent. Donc, ce sont des efforts importants. Et je pense qu'on ne peut pas se limiter à apprécier la capacité de l'État sur ces efforts législatifs et institutionnels sans les confronter à la réalité quotidienne. La réalité quotidienne se manifeste par les manifestations publiques, par exemple, qui poussent l'État à agir au-delà de ce qu'il croyait être aisé. Donc, dans plusieurs pays, on le voit ces derniers jours, au Soudan, en Algérie, les civils descendent dans la rue pour demander à des gouvernements de ne plus se représenter aux élections, de quitter le pouvoir, etc. Donc, les États sont mis à rude épreuve. Et dans ce genre de contexte, on peut vérifier donc la réalité, la sincérité de ces dispositifs, comme je disais, législatifs et institutionnels mis en œuvre. Et dans ces cas donc spécifiquement, la situation n'est pas réduisante. Dans plusieurs pays, les manifestations publiques sont réprimées violemment avec un usage excessif et disproportionné de la force qui conduit automatiquement à des actes de torture. Les personnes détenues, arrêtées et détenues sont torturées, sont parfois amenées dans des lieux tenus secrets. Et c'est une réalité qu'on peut remarquer presque partout sur le continent. Il y a des familles qui n'ont pas eu accès à leurs parents, détenus pendant de longues périodes, traités avec inhumanité, privés d'accès à l'eau, à la lumière, des personnes qui passent des mois sans pouvoir se brosser les dents, etc. Donc c'est une réalité qu'on peut observer sur l'ensemble du continent. Et ce qui prouve qu'il y a encore des défis à relever. Nous allons le voir. Alors, Monsieur Niakou, sur ce même plateau, il y a quelques mois, vous dénonciez le retard accusé dans votre pays, le Togo, par rapport à la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Je pense que j'avais brossé un peu le sujet à l'entame. Isidore est revenu un peu là-dessus. Aujourd'hui, nous nous félicitons. Vous pouvez voir même, nous avons sur le tweet du CACID, ne serait-ce qu'hier encore, félicité le gouvernement pour cet effort qui est fait. Aujourd'hui, après le plaidoyer que nous avons fait, après les échanges avec les autorités, que ce soit le CACID ou d'autres organisations ou d'autres acteurs pertinents, aujourd'hui, on peut dire que l'Assemblée nationale a élu les 9 membres de la commission nationale, parce que cette commission, c'est elle nationale qui va prendre en charge le mécanisme national de prévention de la torture. Et le 4, comme j'ai dit, le 4 avril, le gouvernement a pris le décret. Donc, des dernières nouvelles que nous avons, assez rapidement, le ministère des droits de l'homme nous a affirmé qu'assez rapidement, les commissaires vont se regrouper. Ensuite,
Le président de la Cour suprême sera là pour présider à la première réunion. Ils vont élire leur bureau et les choses vont avancer. Donc notre espoir maintenant pour ce mécanisme, c'est qu'ils aient les moyens de faire leur travail, parce que c'est un autre défi. De mettre en place le mécanisme ne suffit pas. C'est un mécanisme qui est censé faire des visites inopinées dans les lieux de détention. Ça suppose, quand on parle de lieu de détention, pour un mécanisme comme ça, c'est pas seulement ce qu'on connaît de manière traditionnelle, la prison ou les lieux de garde à vue, mais c'est aussi les centres psychiatriques, c'est aussi les couvents, tout lieu où les personnes sont privées de leur liberté. On peut aller chez nous ici jusqu'à parler des centres où certains pasteurs détiennent un certain nombre de personnes pour prier pour elles, et donc ces personnes sont privées de leur liberté à vouloir aller à venir de leur propre gré. Donc, concrètement, quel est l'avantage pour un État de disposer d'un mécanisme comme celui dont on parle? Oui, vous savez, la torture, ce qui est meilleur, en fait, c'est de ne pas prononcer, c'est de ne pas avoir à parler de torture. C'est la prévention. C'est-à-dire, si on peut trouver les mécanismes, pour que, on avait la convention d'abord, et donc il fallait lutter contre la torture. Mais l'idée de prévenir est meilleure. Parce qu'une personne qui a été déjà torturée, toutes les séquelles que cette personne porte, il n'est pas évident qu'on puisse, même avec thérapie, même avec les soins, tout, ramener la personne à son état initial. Donc le plus important, c'est la prévention. Donc le mécanisme a pour objectif de faire de la prévention. Donc de tout faire pour que l'acte de torture n'advienne pas. Si on sait que le mécanisme peut débarquer dans une gendarmerie à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, les agents sur place vont, en intégrant cette notion, faire attention à ne pas vouloir porter atteinte à l'intégrité physique d'une certaine personne. Mais si on doit les informer de l'arrivée, on connaît des situations où, une fois informés de l'arrivée, tout est nettoyé et puis tout est bien propre et puis avant que les gens n'arrivent. Donc cette fois-ci, le mécanisme, je pense que les États, en prenant cette option, ont voulu non seulement penser à la dignité humaine, mais il y a aussi tout le coût derrière, en termes de... Quand une personne est condamnée, quand l'État est condamné, je vous en prie, pour acte de torture, nous avons des décisions à la Cour de la justice de la CEDEAO, 500 millions, des 20 millions récemment, et d'autres cas pour lesquels l'État a payé récemment. Toute cette somme-là pouvait servir, par exemple, à un mécanisme qui peut agir dans le sens de la prévention. Et au surplus, comme je l'ai dit au début, le plus important, c'est que la personne ne soit pas atteinte par une quelconque forme d'acte qui va porter atteinte à sa dignité. Parce qu'une fois que la personne est atteinte, une fois que la personne est torturée, ce n'est pas évident de récupérer cette personne. Et c'est un crime grave que de perpétrer les actes de torture. Donc la question de ce mécanisme, ou la présence de ce mécanisme dans un pays, est plus que salutaire. Alors nous allons marquer, chers invités, une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.